Ça va? À la forme? Ça va. Regardez là. Ouais. Hein? Ah non, 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 non. La commémoration des combats de la Combe de Laval du 4 août 1944. Il s'agit aujourd'hui de fêter cette année le 70e anniversaire de la libération de la Savoie. Je vous remercie d'être présent. À ceux qui ont tout donné pour que la France vive, Golobinov Ilia, Mort pour la France. Ducognon Pierre, Mort pour la France. Tantet Joseph, Mort pour la France. Vallet Antoine, Mort pour la France. Noiret Yves, Mort pour la France. Servignat Louis, Mort pour la France. tous morts au champ d'honneur en juin-août 1944. Je vous invite à respecter une minute de silence. Monsieur Georges Bérard, représentant des anciens combattants, Monsieur Auguste Picolet, représentant du Conseil général de la Savoie, Monsieur Christian Duc, maire de Granier, ainsi que Madame Elisabeth Castellotti, sous-préfète d'Albertville, vont successivement prendre la parole. Drapeau au pied.
Madame la sous-préfète, Monsieur le conseiller général, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, nous voici à nouveau devant ce petit monument pour commémorer le 70e anniversaire des combats qui se sont déroulés le 4 août 1944. Je vais retracer un petit résumé de ces faits d'armes pour ceux qui n'ont pas connu cette époque et qui s'interrogent sur les raisons de ces combats. Le 31 juillet 1944, la radio de Londres annonçait un important parachutage au col des Saisies par nos alliés. Le col se trouve derrière cette montagne et l'on peut y accéder par ce passage. Le 31 juillet, le message annonciateur arriva. Dans le potager, le jardinier arrose ses laitues. Les responsables lancent les ordres d'exécution dans la nuit et les sections de protection se mettent en place. L'état-major du secteur se trouve autour du chalet de l'hôtel du col des Saisies. Les volontaires affluent. L'heure approche. Allumez les feux. Puis on entend le bourdement d'un essaim géant, la première vague, 36 appareils, puis une deuxième surgit à l'horizon. L'officier américain chambellan de la mission Union fut parachuté le premier. Malheureusement, le sous-officier Perry, largué trop bas, s'est écrasé sur le sol. Suite à la réunion qui avait eu lieu à Kège le 26 juillet avec les responsables, Bulle, Lingot, Planche, Villaret, Bertrand, ils transmettent les ordres à chaque section le 1er août. La compagnie du canton d'Aisne, formée de 5 sections, a pour mission d'interdire le passage où nous trouvons aujourd'hui et de tenir les cols du Cormet, d'Arèche et de Roseland. À cette époque, la route que nous avons empruntée aujourd'hui n'existait pas. Il n'y avait pas d'autre moyen de transport qu'à dos de mulet. C'est donc avec ce moyen de transport que des tonnes de matériel de guerre à destination de la Tarentaise et de la Haute-Maurienne ont été transportées. Il a fallu prendre beaucoup de précautions, car à la garnison de Bourg-Saint-Maurice, un gros détachement de l'armée allemande était stationné, et si par malheur le commandement eut le moindre renseignement à ce sujet, il n'hésiterait pas à emprunter ce passage pour surprendre les résistants qui évacuaient ce matériel. Dans la nuit du 4 au 5 août à 6 heures du matin, les craintes éprouvées étaient justifiées. Les avant-postes en position au bas de cette forêt étaient attaqués, les premiers. Coups de feu retentirent. Le signal fut retransmis et tout le dispositif dont disposait le commandement se mit en place pour attendre l'ennemi en ce lieu. Le combat fut très dur et meurtrier. L'ennemi était bien entraîné et bien armé. À tout prix, il fallait leur interdire ce passage, et c'est avec une détermination sans précédent que les soldats sans uniforme firent stopper leur avance et leur livraient un combat sans merci. La surprise dans leur rang fut totale, et leurs chefs durent donner l'ordre de se replier au plus vite vers leur garnison, en laissant sur place de nombreux morts et blessés. Les pertes de la résistance furent très lourdes aussi, de nombreux morts, dont les noms sont graffés sur ce monument, et ils sont partis en pleine jeunesse pour que la France retrouve sa liberté et son honneur. Il y avait aussi des blessés que notre médecin de l'armée secrète, le docteur Borion, s'empressait de soigner. À ce docteur disparu, nous devons beaucoup de respect pour son travail effectué dans notre canton. La mémoire de ces combattants de l'ombre ne doit jamais être oubliée. Ils ont été les apôtres de Jean Moulin. Ils ont eu le courage de ne jamais mettre le genou à terre. La volonté d'affronter les répressions féroces, la cruauté et l'angoisse des rafles. Ce compagnon qui partait au petit matin avec son fardeau dangereux, tout en frôlant les uniformes de la Gestapo, était persuadé que s'il était pris, c'était pour lui la torture, la déportation,
et la lente agonie dans les camps de concentration. Après 70 ans, ce n'est qu'une feuille glissée dans l'histoire. Petite histoire de la combe de Laval de Granier, au-dessus du canton d'Aisne, elle-même inscrite dans l'histoire de la Savoie et de la grande histoire de France et d'Europe. La mémoire de ces hommes qui ont combattu pour nous se doit d'être évoquée afin que ne soient jamais oubliées les conditions dans lesquelles ils ont vécu. C'est dans un sentiment d'espoir dans l'avenir et de fidélité au passé que nous devons trouver notre force aujourd'hui. Ce sera la meilleure façon de respecter ceux qui se sont sacrifiés naguère. Après ce combat, les félicitations venant de Londres sont parvenues aux responsables. Voilà 70 ans que ces faits d'armes se sont déroulés ici. Un an après l'armistice du 8 mai 1945, mettait fin au carnage qui durait depuis 5 ans. L'Allemagne, la France et les autres puissances entraient dans une ère de paix. L'Europe unie faisait ses premiers pas. Essayons tous ensemble, dans le respect de nos opinions et dans la tolérance, de travailler et d'œuvrer pour que cette terre devienne vraiment une terre de paix, de liberté, de fraternité, pour que le sacrifice de nos héros et martyrs morts ici en 1944, dans cette combe de Laval, ne soit pas vain et inutile. Au nom de tous les résistants présents et disparus, merci à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie ici, dans cette vallée de Laval. Il est difficile d'imaginer que ce bel endroit a été le théâtre de rudes combats toute la journée du 4 août 1944 et d'une belle victoire, la première victoire régulière des résistants en Savoie. Toutes les années, le premier dimanche d'août, nous rendons hommage à ces combattants, mais cette année est encore plus importante puisque c'est le 70e anniversaire des combats de Laval. Par notre présence ici, nombreux, nous montrons que nous n'avons pas oublié, que nous sommes conscients du sacrifice qu'ont fait ces hommes pour défendre une cause juste, pour défendre la liberté. Tout a commencé dès le début de cette guerre, grâce à ceux qui ont résisté, qui se sont organisés, qui se sont regroupés pour lutter contre l'oppression. Tout s'est accéléré le 6 juin 1944 avec le débarquement en Normandie, puis la reconquête de la France avec l'aide de nos alliés. Cela a donné du courage, de l'espoir, de la force à tout un peuple, et l'engrenage de la victoire s'est lancé. Il s'est concrétisé par des combats partout en France. Les combattants de la résistance se sont battus ici, car cette vallée de Laval était un point de passage stratégique. Il fallait à tout prix empêcher que l'ennemi ne s'empare des précieuses armes parachutées dans les jours précédents. Ils se sont battus toute une journée, courageusement, et grâce à la connaissance du terrain et à leur détermination, ils ont vaincu. Nous sommes ici pour leur rendre hommage, car leur sacrifice n'a pas été vain. Mais nous sommes aussi ici pour les générations futures, pour rappeler que la liberté et la fraternité sont bien plus fortes que l'oppression et la tyrannie, et pour que le souvenir soit une leçon pour l'avenir. Madame la sous-préfète, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, chers amis. Mes premiers mots seront pour vous adresser les excuses d'Hervé Gaimard, député et président du Conseil général, retenu par d'autres obligations. Nous sommes là ce matin pour dire non, plus jamais ça, mais surtout pour commémorer ce souvenir et ne pas oublier. Il est vrai que cette parenthèse a vécu dans cette période des moments tragiques. Ici à Laval, n'oublions pas les combats des Chapieux, Terre Noire, le parachutage de La Plagne, la commune de Montgiraud qui a été incendiée à 80%. Nombreux sont ceux qui ont vécu cette période tragique. J'oublie pas non plus, et Monsieur le Président d'Action Combattant en a fait écho,
les membres de cette armée secrète qui ont joué un rôle important avec à leur tête, bien sûr, le docteur Borion, ancien maire d'Em, à tous ceux qui ont joué des rôles exceptionnels au risque de leur vie. Il ne faut pas oublier cette période. Je veux saluer le travail qui a été engagé ici à la commune de Granier par le directeur de l'école avec ses élèves. La réalisation de ce livre que vous avez engagé avec le soutien d'un écrivain restera une trace à jamais de ce qui s'est fait à Granier, mais aussi dans cette parenthèse qui nous est chère. Je veux, pour conclure, bien sûr, vous remercier, Madame la sous-préfète, d'être à nos côtés, malgré un emploi du temps délicat, avec quelques incidents, accidents sur la Haute-Maurienne, où vous étiez présente hier. Merci d'être à nos côtés ce matin. Remercier, bien sûr, l'ensemble des porte-drapeaux, les représentants des associations de combattants, remercier toute la population, la chorale, qui est venue rehausser cette cérémonie. À tous, merci et surtout, mettons tout en œuvre pour ne jamais oublier ces moments tragiques. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé à Laval est finalement l'histoire singulière et universelle de tous les mouvements de résistance. Singulière car ce sont à chaque fois des hommes et des femmes qui, écoutant leur conscience, éprouvant leur volonté, sont allés à la rencontre de leur destin. Et ce choix personnel unique est celui des Ilia, Pierre, Joseph, Antoine, Yves, Louis, mais aussi Lucienne, Nelly, Denise, tous ces prénoms qui donnent un visage unique à chaque combattant et témoignent de ces décisions individuelles de s'engager dans la résistance au péril de leur vie et, ce qui était parfois plus difficile encore à assumer, au péril de la vie de leurs proches. Rien n'aurait pu se faire sans ces hommes et sans ces femmes, parfois incroyablement jeunes, qui ont décidé de refuser la dictature nazie, quelles qu'en aient été les conséquences, et elles furent parfois terribles. Ces hommes, ces femmes ont une histoire, une vie qu'ils ont transformée, sublimée pour aller à la rencontre de la grande histoire. Et loin de l'emphase avec laquelle on est tenté d'en rendre compte, ils témoignent souvent avec simplicité, comme d'une évidence, de leur engagement, de leur action, des risques qu'ils ont encourus en faisant tout simplement, si l'on peut dire, leur devoir de Français. Ils ne savaient pas alors qu'ils entreraient définitivement dans notre mémoire collective. Ils se battaient, sans connaître l'issue de leur lutte, dans la clandestinité, dans la faim, le froid, la peur aussi, mais avec la certitude que leur cause était juste et qu'elle valait la peine qu'on en meure si telle était l'issue. Ils ont donné un sens à leur vie, ils donnent un exemple à la nôtre. Cette histoire est universelle de par les valeurs qu'elle porte, qui sont celles de la France. Le refus de l'oppression, l'amour de la liberté, la volonté de combattre tout ce qui nie en chacun sa part d'humanité, le courage et la solidarité. Notre pays demeure porteur de ce message, qui nous honore tout autant qu'il nous oblige. Notre devoir, en tant que collectivité, mais aussi en tant qu'individu, est de nous inspirer au quotidien de ces valeurs intemporelles et de les mettre au centre de notre action, de témoigner de notre capacité à affronter les difficultés en restant unis, solidaires, quelles que soient nos origines, notre milieu social, nos croyances ou opinions. La France, comme la résistance, doit rester unie pour être forte. C'est assurément le message que les morts de Laval nous transmettent aujourd'hui. La chorale d'Em va maintenant vous interpréter le chant des Allobroges, l'hymne de la Savoie, ainsi que le chant des partisans, l'hymne de la résistance. La Constitution, aussi village
pur, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. C'est une fleur de notre parenthèse, elle a poussé un bout de liberté, elle est au cœur d'un pays de montagne, et les anciens pour nous l'ont bien gardé, c'est la beauté d'un pays de montagne, à notre tour on vient la protéger, c'est une fleur de notre parenthèse, dans notre cœur elle a poussé en toute liberté. Alors moi je vaillant dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu les vides. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons de nos frères. La haine à nos coups, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens outre des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, il s'envoie, séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu ces frissons du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le feu noir des corbeaux sur nos plaines? Les enfants de l'école vont maintenant vous raconter le dernier mois de guerre en Savoie. Étendu devant le chalet de famille à Laval, Robert regarde passer des hommes chargés comme leurs mulets. Ils transportent les armes et du matériel. La nuit avait été lourde, tourmentée et agitée. Une nuit résonnante d'un ronronnement effroyable. Le parachutage des saisies avait lieu. Les conteneurs vite ouverts, mitraillettes, grenades et fusils sont acheminés jusqu'à Granier,
pour être convoyés par camion dans les caches du maquis à la Plagne, à Valzan et dans toutes les montagnes proches. Sur le chemin, des cartouches sont tombées sans doute d'un sac tyrolien. Le petit Sorel les ramasse et les camoufle sous le toit du chalet. Les Allemands n'ont qu'à bien se tenir, car depuis le 1er août, les résistants sont équipés. Ils se préparent. À la sortie de la messe, Julien, le tonton de Lucienne, accepte une mission, celle de transporter des caisses d'armes dans son tombereau rempli de fumier. Il prend des risques. Stoppé à Villeroland, 2 Allemands l'arrêtent. Le fumier frais empeste. Julien, pour se donner du courage, sort la gnôle, en boit une gorgée avant de leur offrir la bouteille entière. Trop occupés à la vider, ils ne fouilleront pas le fumier. Heureusement, ce vendredi 4 août, les petits bergers s'activent déjà dans le lever du soleil. Des détonations remontent depuis la sortie de la forêt. Autour de la chapelle Sainte-Marguerite, l'alarme est donnée. Les Allemands attaquent le vallon. Insouciant, Marcel Simon-Chotin observe leur avancée sur son toit. Pourtant, c'est l'enfer dans la combe. Les troupes ennemies progressent. Un homme l'interpelle en lui demandant où se situe le pont du Var. Il n'a pas le temps de répondre que Péronne, sa courageuse maman, apostrophe le militaire et le fait rentrer. Marcel à l'intérieur du chalet. La guerre, ce n'est pas pour les enfants innocents. Les combats sont de telle violence que Émile Pellissier, choqué, se cache derrière des arcos. Il n'en sortira qu'à la fin de journée, sous la cascade de Saint-Guérin, un autre jeune s'est planqué. Les Allemands sont repoussés. Joseph et Léon du Cognon ont une idée géniale, demander au capitaine Tournon des fusils mitrailleurs et de tirer depuis la plate de Bonvillars, un minuscule plateau dominant Laval et le pont du Var, sur les fantassins allemands qui reculent, abandonnant armes et tués. Le chalet de François de Jérôme est incendié. La fumée protège les hommes de leur fuite. En fin d'après-midi, le calme est revenu. Nous sortons de nos tanières et nous décidons de retourner au village. C'est là que nous voyons l'issue des combats. Les bergers résistants pleurent de la mort de 4 d'entre eux. Ils connaissent Tantais et Valais de Valzan. Combien de fois ils ont trinqué et rigolé ensemble au bal ou même à la foire. Étendus, 2 jeunes de la mine de la Plagne, Nora et Servigna, sont emportés sur une charrette. Encore en vie, leur chef, Ilya Goulouginov, va être transporté à l'hôpital de Moutier. Il a été blessé dès l'aube. Étrange lendemain dans les ruelles, mélange de tristesse et d'exaltation. Les combattants ennemis blessés se sont arrêtés pour soigner leurs blessures. Se laver et les bassins encore rougis par le sang sont les dernières traces d'un événement majeur en cette fin de guerre. Pour la première fois, l'armée allemande a subi un échec et a perdu une bataille en Savoie. Les corps des autres soldats de la Wehrmacht sont rapatriés au village et allongés près de la cure. Ils seront rendus à la caserne de Bourg dans la nuit. 2 semaines plus tard, le 14 août, depuis les champs de la Cudraz jaunis par le blé, Nelly et Denise lèvent la tête et distinguent au loin le village de Montgiraud en feu. Les familles terrorisées emportent couvertures et affaires précieuses et se regroupent vers Sargras. Granier subira-t-il le même sort? Tout le monde le craint, alors on ne moissonnera pas le blé. Aujourd'hui, on attendra. On se prépare déjà à l'exode depuis longtemps. Nos mamans ont cousu une étiquette avec notre identité sur nos habits. Les 10 000 soldats allemands encore présents s'enfuient vers l'école du Petit Saint-Bernard et du Mont-Cenis sous le tir des résistants. Nous ne voulons pas quitter notre village, mais s'il faut sauver sa vie... Cette attente s'éternisera tout au long du mois. Le 17, Pierrot revient des Écondues et de Plain-Pichu avec les cochons. Rosine, Delphine et Élodie l'accompagnent. Il n'y a plus assez de petits laits pour nourrir les animaux. Les jeunes ont la délicate tâche de conduire les porcs bien gras dans les écuries du village. En chemin,
En chemin, en bas de Préjeune, un homme donne un message à remonter rapidement au maquisard vers la chapelle. C'est Delphine Voldet, la plus vive à qui on confie cette mission de la plus haute importance. Les Allemands qui n'ont pas renoncé à prendre le col du Cormet tentent une nouvelle attaque et sont repérés à Granier. Pour leur plus grand malheur, les enfants croisent la colonne à la sortie de la forêt. Les cochons, allongés dans le bief pour se rafraîchir, s'énervent et couinent. Aussitôt, mis en joue, Pierrot panique, pleure et serre fortement le tablier de Rosine. Emmené de force et réquisitionné avec François et Joseph Colomb pour transporter dans un tombereau les armes ennemies, Vital intervient. Il prend le gosse par la main, accompagné de quelques soldats. Il est tenu de reconduire le garçon et les animaux à Granier. Les grandes filles serviront d'otages, au cas où. Assis sur la place, les parents inquiets viennent à la rencontre de Vital, l'interrogent. C'est l'attente interminable. Quelques heures plus tard, les filles sont de retour. Les Allemands renoncent à livrer bataille. Sans doute ont-ils trop tiré la leçon de l'échec du début du mois. Ils emporteront tous les cochons, sauf un, trop maigre. Une véritable catastrophe. Fin août encore terrible. Nous écoutons les conversations à table. La peur persiste sur nos versants. On dit que des otages ont été emmenés de force par les Allemands en déroute vers l'Italie et le col du Petit Saint-Bernard. Des jeunes de nos cantons, d'après des nouvelles rapportées de l'usine de Moutier par François de Siméon. Il y a eu ce 25 août également 3 émerins qui ont été ciblés, tués par l'explosion d'une bombe. Nous mangions tranquillement à midi quand un avion américain a ciblé un convoi allemand. Innocentes victimes qui complètent la liste trop longue déjà. Et puis, notre enfance est gravée par ce jour inoubliable. C'était un mercredi 30, la Sainte-Rose, entre les platanes longeant la route de la Tuile. Des véhicules encore inconnus, des jeeps venus d'Amérique au volant, d'autres militaires souris montant la route de l'église et stop devant notre école. Nous regardent et nous parlent gentiment. Eugène Ducognon les héberge dans sa grange. Sur le bord de la route, sous nos yeux ébahis, des montagnes de boîtes en métal de conserve et des biscuits sont déchargés et empilés. Ils seront troqués contre des pommes de terre, du lait, des œufs et du fromage. Ultime souvenir joyeux de cette dernière année troublée. Nous étions autour des soldats américains comme des poussins autour d'une mère protectrice. Enfin, nos parents riaient et semblaient heureux. Ils nous regardaient enfiler les casques américains un court instant et nous croquions des tablettes de chocolat données par des militaires. Le rêve d'une paix espérée devenait réalité. Nous étions libérés et nos cœurs pouvaient s'apaiser, nos angoisses s'évader. Maintenant, nos nuits seraient plus douces, mais notre enfance ne serait plus la même. Au fil du temps, de ces derniers mois, un peu de notre insouciance s'était envolée, comme pour tous les enfants de France. Revivre, penser encore et avec conviction qu'entre les hommes, il existe un autre chemin que celui de la discorde et du malheur. En cette fin août 1944, nous voulions y croire. Après cette intervention des enfants de l'école, en 1944, les habitants fredonnaient une chanson qu'affectionnait particulièrement Pierre Ducognon, tué au ciel 8 juin 1944. Nous allons l'écouter, interprétée par la chorale d'Em.
Vous écouterez ensuite la musique de la très belle chanson de Léo Ferré inspirée du poème de Louis Aragon, L'Affiche rouge. Mélodieux,
Nous voilà bientôt arrivés à la fin de cette commémoration. Afin qu'il reste une trace de ce 70e anniversaire, l'école de Granier a choisi d'apposer sur le monument aux morts les médaillons des résistants morts au lever du jour le 4 août 1944 et le 8 juin 1944, afin que le passant n'oublie pas. L'école a choisi également de planter un arbre du souvenir. Les personnes qui le désirent pourront se joindre aux enfants pour jeter une pelletée de terre au pied de l'arbre après les remerciements. Je remercie le ministère de la Défense, Jean-Claude Pellissier et son association Mémoire de Tarentaise, présente aujourd'hui. Je remercie également l'ONF et M. Anthony de Rigui pour l'érable du sycomore gracieusement donné à la mairie. Les mairies d'Em, de Granier, sans oublier les employés communaux des deux communes, la chorale d'Em et Claire au violon. Je laisse la parole à Christian Duc, maire de Granier. Je remercie Madame la sous-préfète d'être présente à cette manifestation, à cette commémoration, Monsieur Auguste Picolet, Monsieur Vincent Roland, Monsieur Bérard, les maires et Mesdames et Messieurs les maires. Je remercie les enfants de l'école d'avoir très bien relaté cette journée. Je remercie la chorale d'avoir bien animé cette commémoration. Et je vous convie, après la plantation de l'arbre, à un apéritif, un pot d'honneur, un vin d'honneur, offert par la commune de Granier et la commune d'Em. Merci. Si les enfants veulent venir, les personnes qui le désirent. Ouais, je m'approche, mais je peux pas tout regarder, je vais être stable. Hein? C'est Gérald, oui, il y a ici.